Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. D'habitude, je fais des conférences plutôt avec des ingénieurs, des informaticiens, voire des physiciens. Et aujourd'hui, on a un public, vous êtes un public assez varié. Alors mon grand défi, c'est de vous expliquer de quoi on parle. Et j'essaye, avant même de présenter des visuels, de faire une comparaison entre les sujets qu'on vient de voir avec Nicolas Nova, qui sont très larges. Hein. Tu as parlé de véhicules autonomes, de 5G, etc. Et le domaine du quantique. Alors, très souvent, quand on parle de révolution, on parle souvent d'un produit. Par exemple, le véhicule autonome, c'est un produit qui peut changer la société de manière globale, mais c'est un produit. Quand on parle de 5G, on comprend, c'est des télécoms, c'est augmenter le débit, avoir des fréquences plus larges, augmenter la couverture, on comprend. Quand il s'agit d'objets connectés, on comprend un peu moins, parce que la variété des objets connectés est assez large, hein, la domotique, ce qu'on peut faire dans les entreprises. Alors, quand on parle de quantique, on parle d'un objet que la majorité des gens ne peuvent même pas comprendre, parce que comprendre ce que c'est que la physique quantique, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et les objets technologiques liés au quantique, ils sont d'une pluralité absolument dingue, que je vais essayer de vous montrer. Donc en fait, on n'est pas face à un objet ou même une gamme d'objets, on est face à ce que certains appellent une nouvelle révolution technologique, mais qui englobe un grand nombre de choses. Et l'autre caractéristique, c'est que ce grand nombre de choses n'est, pour la majorité d'entre eux, pas encore là. Et on n'est même pas sûr qu'ils vont forcément arriver. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel rythme ils vont arriver. On ne connaît pas, on ne peut pas déterminer avec une grande précision les échéances scientifiques et technologiques du domaine. Donc il y a un niveau d'incertitude qui est assez élevé. Et moi, ça fait presque 40 ans que je suis dans le domaine des technologies de l'information. Je n'ai jamais vu autant d'incertitude. Même sur les véhicules autonomes, où on sait que c'est compliqué à mettre au point et qu'il y a tout un tas de problématiques qui sont posées, on voit à peu près de quoi il s'agit. Là, dans le domaine du quantique, c'est une question qui est très large. Alors, si vous n'êtes pas dans le monde de la physique, la question que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire être quantique ? Si on vous demande dans un cocktail, c'est quoi être quantique ? Alors, je vous donne une réponse très simple, enfin simple, version Olivier Zrati, mais c'est de commencer par définir de quoi ça parle. Alors, quand on parle de physique quantique, en général, on fait référence à des choses qui ont été découvertes et inventées au début du XXe siècle. Je ne vais pas vous citer tous les scientifiques qui sont concernés, les Max Planck et compagnie. On parle d'abord de physique des particules élémentaires, on parle des électrons, des photons, des atomes en général, et on parle de la manière dont les échanges d'énergie se produisent entre la lumière et la matière, les niveaux d'énergie des électrons qui tournent autour des noyaux des atomes. Et en fait, la théorie quantique du début du XXe siècle, elle a découvert que ces échanges d'énergie ne se faisaient pas avec des variables arbitraires, c'était des quantités d'énergie bien précises qui correspondent par exemple au niveau des orbites des électrons dans les atomes. Ça, c'est la première propriété quantique. Et cette propriété se manifeste sur l'énergie en général, ça peut se manifester sur des fréquences électromagnétiques, ça peut se manifester sur d'autres propriétés assez bizarres comme le spin d'un électron, qui est plus ou moins une sorte de rotation sur lui-même, même s'il paraît qu'il ne tourne pas vraiment sur lui-même. Ça, c'est histoire de vous emmêler un peu les paluches. La deuxième propriété, qui elle-même relève aussi du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle la dualité de particules. Ça, c'est un truc un peu mystérieux, d'ailleurs, qu'on n'explique pas entièrement encore aujourd'hui, qui est lié au fait que les objets quantiques dont je vous parle, les électrons, les photons, les atomes, selon la manière dont on les observe ou on les manipule, ils vont se comporter comme des particules qui ont en gros un moment cinétique et qui sont capables, quand ils atteignent une autre particule, de la déplacer. Par exemple, un photon, quand il tape sur un atome, il va dépasser l'atome, comme s'il se prenait un choc. Et en même temps, ces mêmes objets, dans d'autres circonstances, eh bien, ils vont se comporter comme des ondes qui peuvent générer des interférences, qui peuvent générer, en s'additionnant, une onde de plus grande amplitude, on va dire, ou parfois s'annihiler, et donc des phénomènes dont on a plutôt l'habitude de les observer dans l'audio, par exemple. On sait que le son peut s'additionner ou se soustraire. Pour ceux qui ont calibré des salles de cinéma, on sait que c'est comme ça, ou une salle d'audio pour la maison. On sait que ça peut se manifester sur des vagues dans l'eau. Hein. On envoie 2 pierres dans l'eau, ça va s'additionner ou se soustraire. C'est des choses qu'on comprend bien. La lumière aussi génère ces phénomènes-là. C'est découvert depuis au moins les expériences de Thomas Young au début du 19e siècle. Donc, selon les circonstances, un électron, un atome ou un photon, il va être ou une particule ou une onde. Et ça, c'est très intéressant de le comprendre, parce que ça permet de comprendre les deux autres phénomènes qui ont été découverts et mis en œuvre plus récemment. Il y en a un qui s'appelle la superposition des états, qui veut que ces objets quantiques qui sont capables d'avoir des niveaux d'énergie différents, mais ils sont capables à un moment donné d'avoir 2 états en même temps.
Et ce en même temps, qui est très macronien en politique, il pose des questions d'intuition. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'un atome qui a 2 niveaux d'énergie en même temps, un spin d'électrons qui est à la fois haut et bas en même temps? En fait, une des manières de comprendre à quoi ça correspond, d'un point de vue purement intuitif, c'est de se dire que finalement, prenons uniquement l'incarnation ondulatoire de ces objets quantiques, 2 ondes, ça peut s'additionner, ça fait encore une onde, et au moins on a compris. Et donc on a compris intuitivement à quoi ça correspondait. Alors là, ça devient plus compliqué, c'est quand on parle d'un autre phénomène, qui est que c'est le phénomène de l'intrication, qui a été formulé en gros en 1935 par Erwin Schrödinger, qui a donné lieu à des débats qui ne sont toujours pas terminés d'ailleurs entre physiciens, avec Einstein face à Niels Bohr. Et cette intrication, en gros, pour expliquer ça simplement, c'est la capacité d'objets quantiques qui ont en général un passé commun, d'avoir un état commun, c'est-à-dire d'avoir des états corrélés. C'est-à-dire qu'en gros, vous mesurez l'état d'un objet qui est lié à un autre, et vous mesurez l'état de l'autre objet, ils vont avoir des résultats qui sont corrélés. Ils sont ou les mêmes ou l'inverse l'un de l'autre, mais en général, statistiquement, ils ont des états corrélés. Et sauf que ce sont des états aléatoires. Il ne faut pas oublier que ce sont des états aléatoires. Donc c'est une loterie, mais une loterie synchronisée entre 2 points qui peuvent être distants, parfois avec de très longues distances. Alors ça, c'est complètement contre-intuitif, c'est très difficile à expliquer, et pourtant, c'est la base de plein de révolutions technologiques quantiques, c'est la base de l'ordinateur quantique, c'est la base des communications quantiques, c'est la base de la cryptographie quantique, et c'est même la base d'un certain type de capteurs quantiques qui sont capables de mesurer des grandeurs physiques avec une plus grande précision. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a eu un prix Nobel récemment avec Alain Aspect, qui avait en gros démontré mathématiquement et avec une expérience en 1982 que cette intrication, effectivement, était vérifiable, quoi, avec un théorème de John C. Barbell que je ne vais pas vous décrire, mais en gros, il est derrière tout ça, avec 2 collègues, un Américain, John Clauser, et un Autrichien, Anton Zeilinger, qui sont les grands contributeurs de la mise en œuvre et la compréhension de ces mécanismes de l'intrication. Alors partant de là, je dirais, d'ailleurs c'est à cause d'Alain Aspect qu'on présente ça comme ça, on a tendance à présenter les technologies quantiques sous la forme de 2 révolutions industrielles. Il y en a une que vous connaissez, c'est celle d'aujourd'hui du numérique. Vos téléphones, vos smartphones, vos laptops, votre fibre optique chez vous, tout ça, ça repose sur des principes de la physique quantique qui ont été découverts au XXe siècle, qui ont été mis en œuvre, en gros, pour faire simple, depuis l'invention du transistor en 1947, même si les lampes qui précédaient pouvaient, dans une certaine mesure, relever aussi de la physique quantique. Et donc, en fait, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, mais y compris les exemples que je donne là, les horloges atomiques, l'imagerie médicale, le GPS, enfin, tout ce qui est numérique aujourd'hui, repose sur la physique quantique, en gros, du XXe siècle. Et donc Alain Aspect, qui a créé cette expression avec Gerard Milburn et Jonathan Dowling aux États-Unis, c'est une vision un peu simpliste des choses, mais ça décrit bien le problème. En général, cette révolution, elle est liée à la capacité à échanger l'énergie entre la lumière et la matière et à contrôler en grappe, en gros, en volume, plein d'électrons, plein d'atomes et plein de photons. Le laser en est un exemple. Un laser, ça ne met pas un seul photon, ça émet des milliards de photons, et on arrive à en faire des choses comme la communication optique sur votre fibre optique qui arrive chez vous si vous êtes équipé. Là-dessus, on évoque maintenant cette notion de seconde révolution quantique, alors qui est un peu galvaudée, parce que parler d'une révolution avant qu'elle ait eu lieu, c'est un peu prétentieux. Souvent, on en parle après dans l'histoire. On ne parlait pas de la Révolution française pendant la Révolution française. Donc c'est un peu la même chose ici. Il faudrait être prudent dans cette expression-là, mais en fait, on a tendance à parler de seconde révolution. Alors pourquoi on parle de révolution ? Parce que beaucoup de chercheurs et d'entrepreneurs et d'entreprises anticipent que les technologies qui vont être issues de cette capacité à maîtriser des particules individuelles, à maîtriser l'intrication, la superposition, vont donner lieu à la création d'une nouvelle technologie qui potentiellement pourrait changer fondamentalement la société. Et la question qui vous est posée d'ailleurs dans vos groupes de travail, c'est de savoir dans quelle mesure ça va changer la société. Alors en général, on a tendance, et d'ailleurs c'est pour des raisons plus politiques que scientifiques, à classifier cette révolution quantique en 4 grandes catégories. Les capteurs, qui permettent de mesurer avec une plus grande précision n'importe quelle grandeur physique. Ça peut être le temps, les fréquences électromagnétiques, la gravité, le magnétisme. Un deuxième point dont je vais beaucoup vous parler, qui est l'ordinateur quantique, le calcul quantique. Et puis 2 sujets qui sont d'ailleurs assez reliés l'un à l'autre. La cryptographie quantique qui va permettre en gros de sécuriser à un meilleur niveau qu'aujourd'hui les réseaux de communication et la transmission d'informations. Et les communications quantiques qui sont un peu différentes, qui sont une excroissance de ça et qui permettront de relier entre eux des objets quantiques. C'est typiquement, par exemple, pour améliorer la précision de la mesure avec plusieurs capteurs quantiques reliés entre eux, ça pourrait être potentiellement de créer des réseaux d'ordinateurs quantiques distribués qui sont reliés entre eux de manière quantique. Donc ça va bien au-delà de simplement
faire de la cryptographie quantique, qui est l'application de base des réseaux quantiques aujourd'hui. Alors ça, c'est pas complet. Ça, c'est la nomenclature qui a été en gros utilisée par la Commission européenne quand elle a lancé le flagship européen en 2018. Mais il y a un domaine qui manque, par exemple ici, c'est la matière quantique, qui d'ailleurs est un grand sujet de recherche chez Cantalps et dans les labos ici à Grenoble. Et la matière quantique, elle n'est pas encore dans la nomenclature officielle, parce qu'en fait, on n'a pas forcément encore identifié les technologies et les produits que ça pourrait générer. Mais pourtant, il y a des choses qui pourraient aboutir. Des batteries quantiques, même si c'est très futuriste, des objets, des matériaux nouveaux, des exploitations de phénomènes de néomagnétisme complètement nouveaux qui ne sont pas encore dans la nomenclature politico-administrative en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Donc c'est une révolution en devenir. C'est-à-dire que la classification pourrait très bien évoluer dans le temps parce que le champ scientifique des technologies quantiques et de la physique quantique, c'est un champ qui est extrêmement vaste et qui peut grandir encore. Alors, je vais vous parler d'ordinateur quantique parce que c'est le sujet qui excite un peu tout le monde. Alors pourquoi il excite tout le monde ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, ordinateur, on comprend. C'est plus facile que de parler d'ordinateur que d'un capteur qui mesure la gravité. Disons on a l'impression qu'on en aura moins besoin dans la vie de tous les jours d'un capteur de la gravité que d'un ordinateur qui calcule potentiellement plus vite. La deuxième raison, elle est plutôt macroéconomique. Et on verra qu'elle est politique aussi. Une des raisons qui explique pourquoi notamment les États s'intéressent à ce sujet-là, et les investisseurs qui investissent dans des startups, c'est que les analystes qui essayent de prévoir des tailles de marché, en général, ils ont tendance à considérer que le marché de l'ordinateur quantique est beaucoup plus gros que le marché des autres domaines que j'ai cités, les capteurs quantiques, les télécoms quantiques et la cryptographie quantique. C'est des ratios qui vont de 1 à 5 ou 1 à 10. Donc, ça crée en fait un phénomène de vase communicant qui est que l'argent a tendance à aller plus facilement là, il y a de l'ordinateur quantique, surtout sur le hardware d'ailleurs, et moins sur le software aujourd'hui, que d'aller sur les capteurs ou les communications quantiques. Alors que paradoxalement, l'ordinateur quantique est moins mature technologiquement et scientifiquement que les capteurs quantiques et les communications quantiques. Donc le rôle de l'argent est important dans le financement d'innovation, en tout cas dans le secteur privé, et il a tendance à créer un biais dans l'importance d'un sujet par rapport à un autre sujet. Et vous verrez après qu'il y a aussi des biais politiques et géopolitiques. La lutte des États, la lutte entre la Chine et les États-Unis, la dominance de l'Internet, le besoin de se protéger, de protéger les systèmes d'information, de protéger par la cybersécurité les systèmes, créent cet appel d'air. Alors maintenant, je vais vous parler d'une promesse. Et c'est une promesse, ce n'est pas encore une réalité. La promesse du calcul quantique, c'est de remplacer, sur le papier, parce que pour l'instant on ne l'a pas encore vérifié, c'est de remplacer des calculs, certains types de calculs, parce que ce n'est pas n'importe quoi, qui aujourd'hui, quand on augmente la taille des problèmes qu'on veut traiter, on verra de quel problème il s'agit, augmente de manière exponentielle avec la taille du problème. Alors malgré la loi de Moore qui améliore ça de manière graduelle d'un facteur 2 à peu près tous les 2 ans environ, même si ça se ralentit un peu en ce moment, en des temps de calcul qui seraient humainement raisonnables. Alors, les mathématiciens ont tendance à dire, attention, il faut être prudent, quand on remplace une courbe exponentielle par une autre courbe, la question c'est quelle est la forme de la courbe. Alors pour les mathématiciens, ça peut être une courbe polynomiale qui grandit quand même très vite, ça peut être une courbe logarithmique qui va croître beaucoup plus lentement, voire une courbe linéaire qui donc va potentiellement générer des besoins en ressources qui évoluent lentement avec la taille du problème qu'on veut résoudre. Ça, c'est la théorie. On n'y est pas encore, mais c'est la théorie de l'ordinateur quantique. Alors pourquoi faire ? Essentiellement pour résoudre des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. Et ça, c'est important d'un point de vue de la classification de l'innovation issue du calcul quantique. Une des manières macroéconomiques de décrire cette innovation, j'ai tendance à la faire en disant que ce n'est pas une innovation schumpeterienne. Vous connaissez Schumpeter, pour ceux qui connaissent l'économie. Schumpeter, c'est l'innovation disruptrice qui remplace une technologie par une autre. C'est le cheval remplacé par la voiture. C'est le smartphone qui remplace le courrier, l'appareil photo et plein d'autres choses. Le quantique, dans le calcul, on ne sait pas encore vraiment le valider, mais il y a de fortes chances qu'il ne remplace pas les ordinateurs existants. L'ordinateur qui gère votre Netflix, votre mail, votre laptop qui vous permet de dessiner ou d'écrire, tout ça, ça continuera à être de l'ordinateur classique. L'ordinateur quantique, il va ajouter une capacité qui n'existe pas aujourd'hui, donc il ne remplace pas un existant. Et d'ailleurs, à cause de ça, les perspectives de marché sont très inconnues, parce que c'est difficile d'anticiper à l'avance ce que ça va générer comme besoin. Et d'autant plus que les problèmes qu'il va être amené à résoudre, ce n'est pas forcément des problèmes connus de tout le monde. Si je vous demandais aujourd'hui de m'expliquer quel problème un ordinateur classique n'est pas capable de résoudre, vous seriez embêté. Peut-être que vous diriez, oui, l'intelligence artificielle générale, pour ceux qui s'intéressent à l'IA, qui dirait, oui, l'intelligence qui réfléchit comme nous.
Mais ce n'est pas forcément qu'un problème de puissance, ça. C'est un problème de modélisation, c'est un problème de logiciel, ce n'est pas forcément un problème de hardware, même si il y a des réseaux de neurones, hardware qui permettent de faire un certain nombre de choses intéressantes. Donc, déjà, définir les problèmes qui peuvent être résolus avec un ordinateur quantique n'est pas évident. Alors, ces problèmes-là, pour les classifier de manière un peu simple, c'est souvent des problèmes d'optimisation. Donc, on a un problème, il y a plein de paramètres, on cherche à obtenir un minimum. Alors l'exemple, c'est dans la banque, ils aiment bien optimiser des portefeuilles financiers avec plein de paramètres d'un portefeuille financier pour trouver le moyen de perdre le moins d'argent, gagner le maximum ou minimiser les risques, si on est une assurance par exemple. Le deuxième type de problème, c'est le monde de l'intelligence artificielle connexionniste, c'est-à-dire le monde des réseaux de neurones, le monde du machine learning, qui correspond à des problèmes d'optimisation aussi. Alors, il y a souvent des données d'entraînement qui permettent de faire des prédictions, des classifications, et ce sont des systèmes où il y a beaucoup de données, ce n'est pas forcément d'ailleurs l'apanage du calcul quantique, mais beaucoup de données, et un besoin d'optimiser ce qu'on appelle chez les mathématiciens une fonction de coût, donc faire en sorte qu'on trouve un moyen de faire des prédictions correctes. Alors il y en a, c'est pour la météo, d'autres c'est pour savoir ce que vous allez voir sur Netflix, d'autres encore c'est prévoir ce que vous allez taper quand vous tapez un texte, ce qu'on fait aujourd'hui maintenant dans Gmail ou ailleurs. Et puis il y a un dernier point qui est probablement le plus stimulant et le plus intéressant intellectuellement, et même pour l'impact sur la société, qui est de simuler la matière, en fait, notamment la matière organique. Et il y a énormément de gens qui travaillent sur la création d'algorithmes qui permettraient potentiellement de simuler la matière pour inventer de nouvelles choses. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que ça peut avoir un impact? Et là, je vais répondre à une question qui pourrait être posée dans vos différents groupes de travail. L'impact potentiel... je vais trouver le moyen de le segmenter de manière un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est le premier segment qui va être affecté par les outils de l'ordinateur quantique, c'est le monde de la recherche lui-même. Alors, ce n'est pas les chercheurs en informatique quantique ou en physique quantique qui vont être forcément impactés. Parfois, ils vont être impactés. Les physiciens vont eux-mêmes utiliser l'ordinateur quantique pour simuler la matière quantique. Mais en gros, ce sont ceux des physiciens et des chimistes ou autres scientifiques qui ont besoin potentiellement de puissance de calcul dont ils ne disposent pas aujourd'hui pour simuler en gros la matière, pour inventer de nouvelles choses. Ces choses, ça peut être inventer de nouveaux procédés chimiques pour produire peut-être avec moins de quantité d'énergie des engrais, l'ammoniac. Ça peut être éventuellement d'inventer de nouvelles formes de batteries qui seraient plus efficaces avec une densité énergétique plus grande, des temps de recharge plus rapides, une usure qui serait moindre que les batteries au lithium qu'on a aujourd'hui. Ça peut être dans le monde de la santé, des chercheurs qui cherchent à trouver de nouveaux médicaments, faire ce qu'on appelle du reciblage thérapeutique, trouver un moyen de simuler numériquement l'interaction entre des médicaments, des protéines et les protéines de surface sur des cellules, par exemple pour comprendre comment se développent des cancers, tout ce genre de choses. Y compris d'ailleurs dans les semi-conducteurs. Il y a des problèmes d'optimisation très importants dans l'industrie des semi-conducteurs qui pourraient potentiellement être résolus par ces choses-là. Et puis en bas, on a le monde de la recherche, je dirais, fondamentale. Il y a des astrophysiciens qui s'intéressent au calcul quantique pour détecter la matière noire. Alors, l'usage commercial pour la vie de tous les jours n'est pas immédiat. Il y en a d'autres qui font de la classification des bosons de Higgs au CERN avec des ordinateurs quantiques. Ils essayent en tout cas. Donc on voit, c'est un champ très large. Après, il y a un autre champ qui est, je dirais, le champ plus commercial, plus du monde de l'entreprise, qui est de gérer de manière continue, répétitive, des opérations de la vie de tous les jours. Donc ça peut être d'optimiser les transports, pourquoi pas les véhicules autonomes, dont Nicolas parlait tout à l'heure, potentiellement un ordinateur quantique très puissant pourrait optimiser ce genre de choses. Ça peut être optimiser les livraisons, la logistique des porte-containers, ça peut être d'optimiser le placement des antennes dans un opérateur télécom, ça peut être d'optimiser toutes les machines-outils et les processus dans une usine où les problèmes d'optimisation sont compliqués à traiter. Ça peut être, voire même dans le marketing, ça peut être dans l'énergie. Alors l'énergie, on la trouve à gauche et à droite, parce que l'énergie, ça peut être à gauche pour réduire la consommation d'énergie ou améliorer, par exemple, la capacité à la stocker, pour le cas des batteries. Ici, c'est plutôt la capacité à la gérer plus efficacement. Donc, ça va être comment EDF va distribuer de l'énergie aux véhicules autonomes, aux véhicules électriques, comment on va optimiser le grid, c'est-à-dire l'outil de distribution d'électricité aux entreprises et aux particuliers. Tout ça sont des problèmes mathématiques qui sont très complexes. Et là, si ça vous fait rêver, moi ça ne me fait pas rêver, les services financiers, ils rêvent d'ordinateurs quantiques parce que potentiellement ça pourrait aider à optimiser un certain nombre de choses. Alors la question qu'on peut se poser quand on voit ça, ce genre de segmentation, c'est et nous, citoyens, nous, utilisateurs. Le paradoxe de l'histoire, c'est que en théorie, on devrait considérer que les usages à droite vont nous impacter. Peut-être si les véhicules roulent mieux, ça va nous changer notre vie. Le paradoxe, c'est que je pense que le citoyen va être plus impacté par l'apport au monde de la recherche.
Pourquoi? Parce qu'en fournissant des outils aux chercheurs, le jour où ça marchera, l'ordinateur quantique va permettre de résoudre des problèmes importants pour la société. Et nous, on ne verra pas directement, en tant que citoyen, le résultat du calcul quantique. On verra le résultat qui en sera tiré après avec une industrie. Donc, par exemple, supposons qu'on invente une batterie qui est plus efficace, qui fait que votre téléphone il dure 2, 3, 4 jours, qui fait que votre voiture autonome ou votre voiture pas autonome, électrique, elle a une autonomie de 1000 km au lieu de 300 aujourd'hui. Ben vous bénéficierez de ça, mais après tout un passage par l'industrialisation du véhicule et de sa fabrication, qui n'est pas quantique, qui est classique. Donc, vous verrez ça de manière indirecte. Et une manière de montrer qu'on est déjà dans une situation équivalente dans des outils qui ont changé notre société. Est-ce que vous savez, par exemple, que les vaccins contre le Covid, eh bien, une partie d'entre eux ont été simulés ou découverts grâce à de l'intelligence artificielle exécutée sur des supercalculateurs extrêmement puissants. On ne le sait pas, parce que nous, on a été juste vaccinés et on a évité d'avoir des séquelles graves de cette pathologie. Mais derrière, il y a eu de grosses puissances de calcul qui ont été mises en œuvre, y compris d'ailleurs par des chercheurs français, travaillant soit avec les États-Unis, soit avec la France. Et donc, il y a eu un impact des puissances de calcul vis-à-vis de leur métier. C'est très important d'avoir ça en tête. Alors, je précise que ça, c'est comme les trucs pour les avocats et les contrats d'assurance. Tout ce que je vous raconte là, ça ne marche pas encore pour la plupart des cas. Pour l'instant, c'est une vision qui est prospective. Et maintenant, on va essayer de voir comment on va y arriver, parce que c'est loin d'être évident. Alors, quelques exemples. Par exemple, optimisation de radiothérapie, étude de cas. Donc, vous avez D-Wave, qui bosse avec Roswell Park, ils ont un nom bien choisi, les cocos, là, c'est un truc aux États-Unis. Ils ont développé un petit algorithme qui optimise la radiothérapie pour éviter que trop d'organes soient touchés par la radiothérapie. Une autre société qui aussi bosse avec D-Wave, qui est un acteur canadien, pour créer des polypeptides et des protéines. En gros, une polypeptide, c'est une protéine simple, de novo, c'est-à-dire from scratch, pour inventer de nouveaux traitements. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, hein, ça n'a pas été déployé. C'est des algorithmes qui ont été testés à petite échelle dans un premier temps. Autre exemple, si on prend, je sors du calcul quantique, les capteurs quantiques. Vous avez des cas d'usage très intéressants. Des magnétomètres qui sont ultra sensibles, qui peuvent servir aussi bien à faire ce qu'on appelle du contrôle non destructif de matériaux. Donc ça sert à vérifier qu'une centrale nucléaire ne va pas avoir de fuite, par exemple. Hein. Ou bien de faire de l'imagerie médicale de très haute précision. Par exemple, pour analyser le cerveau avec les ondes électromagnétiques qui sont émises par le cerveau. Deuxième exemple, ça c'est une société qui est de Grenoble, qui utilise un système de magnétoencéphalographie avec de l'hélium, je crois, et qui permet de faire ça avec une plus grande précision. Troisième exemple, une société qui est bordelaise, qui a été rachetée par une société francilienne, qui est capable d'analyser la gravité avec sa variation dans l'espace et dans le temps avec une très grande précision, et qui permet de détecter en gros des variations de la gravité sous la Terre, quoi. Et d'ailleurs, il y a des gens qui testent ça maintenant sur des satellites, qui font de la géodésie avec ça, qui essayent d'analyser l'évolution de la gravité sur Terre et la relation entre la gravité et le climat, par exemple. Donc c'est la recherche fondamentale qui est réalisée par ces gens-là. Alors maintenant, puisqu'on est dans la design fiction, je voudrais préciser une chose, c'est que dans le domaine du calcul quantique, on peut dire qu'on est déjà dans la fiction. C'est le paradoxe. On est déjà dans la fiction parce que très souvent, les scientifiques, voire les entrepreneurs, ils ont tendance à un petit peu survendre les usages du calcul quantique avant même que l'ordinateur quantique fonctionne. Donc là, vous avez des exemples de coupures de presse qui sont rigolos. IQM, qui est une société finlandaise qui a levé récemment 120 millions d'euros. Et les investisseurs ont dit « Ouais, on a investi dans la boîte parce qu'on pense qu'ils vont résoudre les problèmes du climat. » Vous avez ce genre d'article à gauche avec une étude là-dessus. IonQ, qui est une société américaine qui a, comme Hyundai, qui est un industriel coréen comme actionnaire, et ils sont en train de mettre au point une batterie du futur. Bon, sauf qu'il n'y a pas d'ordinateur pour le faire. L'ordinateur de Hyundai, aujourd'hui, a la puissance du laptop qui est ici. Donc pour l'instant, il n'y a pas de supériorité quantique. Autre exemple, Jeremy O'Brien, qui est très connu des connaisseurs, c'est le fondateur de Psyquantum, qui a levé 725 millions de dollars aux États-Unis, qui essaye de créer un ordinateur à base de photons, dont la première version devrait sortir en 2030. Ce qui est quand même un horizon, c'est pas affreusement lointain, mais c'est quand même dans 8 ans, il dit, voilà comment mon ordinateur il va résoudre les problèmes du réchauffement climatique. Donc là, on est quand même dans le régime de la surpromesse. Et d'ailleurs, en problème le timing n'est pas très bon, parce qu'il faudra probablement s'attaquer au problème du climat avant que ce genre de truc arrive. Donc il faut faire attention à la manière de segmenter ça dans le temps. Alors, je vais faire un peu de techno quand même, parce que j'aime bien ça, et puis vous n'allez pas y couper. Et là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on n'y est pas encore.
et pourquoi ça pollue un petit peu le raisonnement. Parce que quand on est sur une technologie qui n'est pas encore au point, c'est très difficile d'évaluer l'horizon de temps. Quand est-ce que ça va arriver? Et là, je vais vous montrer pourquoi c'est compliqué. Alors, bon, d'où vient l'accélération quantique? Pour faire simple, vous avez ce qu'on appelle un objet qui s'appelle le qubit. C'est un objet quantique à 2 états, voilà, il est en superposition. Et mathématiquement, pour faire simple, cet objet quantique qui est un peu l'équivalent quantique du bit classique qu'on a dans l'informatique classique, au lieu d'avoir un bit qui est 0 ou 1, en gros, il manipule 2 nombres réels ou 2 nombres flottants, pour faire simple. Hein. C'est juste pour faire simple. Maintenant, vous en mettez plusieurs. Eh bien, quand vous mettez dans un ordinateur quantique n qubits, il manipule l'équivalent de 2 puissance n nombres complexes ou 2 puissance n plus 1 nombres réels. C'est toujours une vision simplifiée. Hein. Les physiciens vont peut-être hurler, mais c'est juste pour faire simple. Et il manipule ça pendant le calcul. Donc, ça veut dire que dès qu'on ajoute un qubit, en théorie, on double l'espace de calcul qui est adressable. Bon, le problème, c'est que ça, c'est dans l'ordinateur quantique, mais quand on lit le résultat, on n'obtient que n bits classiques, ce qui fait qu'en fait, on a un système un peu paradoxal qui, d'un point de vue métaphorique, est curieux. C'est que l'ordinateur quantique gère une information qui est riche pendant qu'il calcule, mais quand on lit le résultat, c'est pauvre. Parce qu'on passe de 2 puissance n nombres complexes à n bits quand on lit le résultat. Alors on le lit plusieurs fois, on fait la moyenne, on a des calculs probabilistes, mais ça complique un peu les choses. Et tout ça, ça ne marche bien que si on est capable de relier les qubits entre eux par ce qu'on appelle l'intrication. Et c'est tout ça qui est censé apporter la puissance de calcul, mais sous certaines conditions. Il y en a au moins dans la salle qui connaît ça. Les conditions sont complexes et ça peut ne pas marcher et c'est pas évident que ça puisse fonctionner à grande échelle. Alors maintenant, on a une autre caractéristique qui est assez spécifique au quantique. J'ai plus que 2 minutes. Je suis à la moitié de ma présentation. Mais... Ouais. On a une autre caractéristique, c'est qu'il y a une grande variété technologique. Il y a la diversité technologique dans le domaine du calcul quantique absolument incroyable. Il y a à peu près une demi-douzaine de types de qubits qui existent, entre des atomes, des photons, des électrons. Ils ont toutes des caractéristiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça se pilote avec des lasers, des micro-ondes. Ils ont des températures de fonctionnement qui sont différentes. Il y a un nombre d'acteurs absolument dingue. D'ailleurs, ça ressemble souvent à une boîte noire quand c'est vendu, comme ça. C'est une boîte noire, alors on peut l'ouvrir ou pas. Mais si vous voulez l'ouvrir, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Si vous prenez par exemple des qubits, aussi bien ceux que Maud Vinet met au point autour du silicium que les qubits d'IBM à base de supraconducteurs, vous mettez ça dans un machin qui a 15 millikelvin ou 1 Kelvin, c'est mis dans un système. Alors contrairement à DEVS, c'est pas comme ça avec un truc sous verre, il y a au moins 5 couches de cylindres métalliques qui les protègent. C'est refroidi avec de l'hélium qu'on trouve au coin de la rue chez l'épicier. Hélium 3, hélium 4. C'est contrôlé, alors en plus il y a un compresseur externe avec de la flotte, et puis il y a plein d'électronique qui contrôle le bazar. Électronique, ça ne marche jamais tout seul, il y a un ordinateur qui contrôle l'électronique. Donc déjà, ce n'est pas le machin simple, quoi. C'est un peu plus compliqué que d'habitude. Et les défis scientifiques sont monstrueux parce que ces ordinateurs quantiques-là, aujourd'hui, en fait, ils font en gros au minimum 1% d'erreur par opération. Donc imaginez un ordinateur, votre tableur Excel, si à chaque multiplication, il faisait 1% d'erreur. Vous imaginez le bilan, le comptable de votre société, quoi. Et en fait, c'est un peu ça, l'ordinateur quantique. À chaque opération, il fait 1% d'erreur à peu près en moyenne. Et donc, les algorithmes qui ont 1000 ou 10 000 opérations, quelles sont les chances qu'on obtienne un résultat correct? Elles sont proches de 0,0. Donc, la question, c'est comment on va gérer ce problème. Alors, pour le gérer, il y a des gens très malins qui ont inventé un truc qu'on appelle la correction d'erreur, qui consiste à générer de la redondance. La redondance, ça veut dire quoi? C'est qu'on met plein de qubits dits physiques et on met des codes de correction d'erreur dessus, des logiciels en gros, et on espère qu'à la fin, ça va donner un truc qui va marcher, pour faire simple. Sauf qu'on multiplie par, en gros, 100 à 10 000 le nombre de qubits opérationnels pour faire un truc qui fonctionne. Et ça pose des quantités de problèmes monstrueuses, qualité des qubits, connectivité, enfin je vous souligne tous les trucs. Ça, c'est la liste des problèmes qu'il faut résoudre. Et moi, la question que je me pose, qui est un peu métaphysique, c'est est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué que faire la fusion nucléaire? Moi, plus j'étudie le sujet, plus je trouve que c'est plus compliqué. Il y a tellement de problèmes à régler. Il y en a qui relèvent de l'ingénierie, genre l'électronique du contrôle, tout ça, c'est peut-être de l'ingénierie. Mais par contre, la partie physique et d'être capable de contrôler un grand nombre de qubits et des intriquer entre eux, c'est un problème extrêmement compliqué. Alors, voilà des exemples de besoins. Si vous prenez la simulation d'une molécule pour améliorer la fabrication de l'ammoniac, il faudrait 2000 qubits logiques qui s'appuient sur 4 millions de qubits physiques. Vous prenez un autre machin qui permet de simuler une batterie, juste un bout de la chimie d'une batterie. Là, vous êtes aussi à 6000 qubits logiques. Donc ça commence à faire compliqué. Alors il y a un cas d'usage que je n'ai pas évoqué, c'est le militaire. Dans les militaires s'intéressent beaucoup aux capteurs.
il s'intéresse à l'optimisation des opérations, et il s'intéresse même à la détection des sous-marins, mais on n'est pas sûr que ça marche, et il s'intéresse aussi à casser les codes de l'Internet. Alors là, on est dans une fiction qui est en train de se construire, et on est en train de la vivre au quotidien aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la fiction sécuritaire. Ça fait des années, ça c'est des coupures de presse qui datent d'il y a 3-4 ans, hein, 2017, 2018, qui vous expliquent que vous allez tous mourir parce que le calcul quantique va vous casser tous les codes de l'Internet et votre sécurité, votre vie privée, tout ça, ça va tomber. Il y a même un papier d'un certain Gil Kalai, qui est un scientifique israélien, qui vous explique que le cours du Bitcoin en 2019 est tombé à cause de la suprématie de Google qui a été annoncée à ce moment-là. Qui est une fake news, en fait, j'ai vérifié, le cours du Bitcoin n'est pas tombé à cause de Google, il est tombé à cause d'un autre truc, du similaire à la crise qu'on a en ce moment là sur les cryptos, et qui n'avait rien à voir avec le calcul quantique. Comme quoi, même les scientifiques peuvent se faire piéger par des fausses corrélations entre des événements. Vous avez ce genre de couverture que je trouve très sympa, qui vous explique que le calcul quantique va faire émerger le terrorisme quantique en cassant les codes, mais ça sera des terroristes qui vont le faire. Bon, moi, je trouve que le terrorisme ici, c'est de dire qu'un simple ingénieur de formation peut vous expliquer ça, et que de mettre du violet sur fond jaune, à mon avis, c'est quand même pas très bien, quoi. Alors après, si vous demandez aux spécialistes ce qu'ils en pensent, là, c'est des sondages qui sont faits tous les ans, et vous dites, alors vous demandez aux spécialistes, est-ce que le truc qui va casser l'Internet, il arrive dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans? Alors là, vous pouvez faire comme dans les médias, ce qu'on appelle les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Vous pourriez prendre ceux qui vous disent non. Donc ça, c'est ce que j'ai mis là. Hein. C'est ceux qui vous disent non, non, n'y comptez pas. Ça, c'est plutôt les physiciens. Et puis, si vous demandez aux gens de la cyber, qui connaissent rien au calcul quantique, alors eux, ils vont dire ah ouais, attention, ça peut arriver bientôt. Alors, les titres de la presse, c'est plutôt là que là, en général. Hein. Donc, il suffit qu'il y en ait 1 sur 40 qui vous disent que ça va arriver dans moins de 5 ans, pour qu'il y en ait plein qui le croient. Et je peux vous dire que casser casser les codes RSA de la cybersécurité avant 5 ans, c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné parce que il faut 20 millions de qubits pour le faire. Aujourd'hui, on en a à peu près une centaine. Ça, c'est une courbe qui vous montre, en fait, alors c'est 2 échelles logarithmiques. Là, vous avez le nombre de qubits ici, et là, c'est les fidélités, c'est-à-dire c'est le taux d'erreur. Là, c'est une tendance des qubits qu'on a aujourd'hui. Si vous regardez la tendance, alors là, en rose, vous avez la zone inutile. Donc, en gros, tout ce qui est rose, ça sert à rien, pour faire simple. Et là, c'est la flèche de la tendance. C'est-à-dire que c'est, en gros, on augmente le nombre de qubits pour l'instant, mais en les augmentant, ils deviennent moins bons. Alors que le challenge, c'est de créer... Alors, le IBM qui vient de sortir la semaine dernière, il est là. Vous voyez, il est au milieu de la zone qui ne sert à rien. Et il y a plus de qubits, mais ils ne peuvent pas servir à grand-chose. Alors, le challenge, c'est qu'en fait, il faudrait être à gauche, dans la zone verte. Et pour faire short, il faut être tout en haut, pour faire la tolérance de panne, et il faut être dans le point qui est là. Donc là, vous avez un double défi, qui est un défi à la fois scientifique et d'ingénierie, c'est qu'il faut à la fois améliorer la fidélité des qubits à grande échelle, les deux en même temps. C'est un défi énorme, et je ne sais pas comment on va le résoudre, mais c'est un des défis de l'humanité les plus grands qu'on ait eu à résoudre jusqu'à présent. Alors, l'autre question qui peut se poser, c'est combien ça va consommer comme énergie, tout ça? Tu veux vraiment que je m'arrête, hein? Ouais, mais j'ai presque fini. La question, c'est combien d'énergie ça va consommer, tout ça? Et là, on a le meilleur et le pire en potentiel. Le pire, c'est des papiers qui existent. Là, vous avez un papier qui date d'il y a quelques mois, qui vous dit que ça va consommer 1 gigawatt pour faire ce que je vous ai raconté. 1 gigawatt, c'est une tranche de centrale nucléaire. C'est pas cool. Il y a d'autres papiers qui viennent d'ici, d'ailleurs. Ça, c'est des gens de Grenoble, Robert Whitney qui est au LPMMC, Alexis Ofev qui est maintenant à Singapour, Marco Fellouz qui était thésard chez eux. Eux, ils ont fait des calculs comme quoi, si on alignait les planètes correctement, ça pourrait être une consommation raisonnable. Donc la question, c'est est-ce qu'on va vers le meilleur ou vers le pire? On n'a pas la réponse aujourd'hui, mais la question mérite d'être posée. C'est pour ça qu'avec Alexia, qui est maintenant à Singap, on a lancé, je fais partie de cette équipe-là, on a lancé une initiative qui vise à se poser la question dès maintenant, qui est à la fois une question sociétale et une question technologique et scientifique. C'est comment peut-on traiter ce problème-là, comment on fait travailler les gens ensemble pour éviter le pire et avoir le meilleur. Et ça veut dire vraiment un alignement de planètes, pas évident. C'est une sorte de manière de créer une approche scientifique qui préempte non pas les questions de régulation et les questions d'éthique, mais qui se préoccupe dès maintenant d'une question importante qui est quelle va être l'empreinte environnementale des technologies quantiques pour s'assurer qu'on ne va pas vers le pire, quoi. Voilà, donc ça je vais zapper, j'avais plein d'autres trucs. Excusez-moi, je suis en retard, c'est comme d'habitude. Ça c'est un truc qui vous dit quand est-ce que ça va arriver. Donc la réponse est je ne sais pas.
Mais je donne des scénarios. Il y a plusieurs scénarios en fait. Il y a des scénarios où l'ordinateur quantique va arriver petit à petit avec une amélioration de la qualité des résultats par rapport à des calculs classiques, parfois pour aller plus vite. Le fait d'aller au-delà avec le beyond de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on y arrive. Mais en gros, l'incertitude est plutôt sur le long terme que sur le court terme. Sur le court terme, je pense qu'on aura beaucoup de progrès qui vont être réalisés. Ça, c'est les acteurs. Il y a beaucoup de monde, en fait. Ça ne marche pas encore, mais il y a plein de monde. Ça, c'est intéressant, quand même. Et autre question, et je vais m'arrêter là. L'autre question que je me pose, c'est un peu une question en mélange science et philosophie, c'est est-ce que le calcul quantique va permettre à l'homme de se dépasser et de résoudre tous les problèmes imaginables, comme dans Devs, qui prévoit le futur et le passé. Alors, pour vous répondre, je vais répondre avec des mathématiques. Il y a dans les théories de la complexité ce qu'on appelle les problèmes P et NP. P, c'est les problèmes qu'on résout polynomialement. Ça, c'est les problèmes qu'on peut vérifier polynomialement. Et ça, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un ordinateur d'aujourd'hui. OK ? Maintenant, l'ordinateur quantique, potentiellement, il va résoudre des problèmes qui sont entre les deux. Donc, en gros, le truc en pointillé qui est entre les deux. Bon, c'est juste pour vous dire qu'au-dessus, il y a plein d'autres machins qui existent, c'est le reste. Il y a plein d'autres problèmes qui ne seront pas accessibles à l'ordinateur quantique, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances sur le sujet. Et tout ça pour dire que finalement, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais presque rassuré. Parce que l'ordinateur quantique ne va pas permettre de faire tout, c'est-à-dire de calculer tout et n'importe quoi. Il va permettre de résoudre certains types de problèmes, il va étendre l'univers du possible, mais il ne va pas rendre l'homme omniscient sur la prévision du futur, la structure de la matière, etc. Et ça, par certains côtés, c'est relativement rassurant. Voilà, donc ça, c'est encore d'autres trucs. Et en résumé, non mais ça, c'est subliminal. En résumé, qu'est-ce qui est différent dans ce monde-là ? Il y a beaucoup de sciences. J'ai jamais vu autant de sciences de ma vie dans le domaine des technos. Il y a une diversité énorme. La diversité dans cet univers-là est fantastique. Par contre, alors c'est compliqué. Et il y a beaucoup d'incertitudes. C'est très très dur de dire quand est-ce que ça va marcher, qui va réussir, quelle technologie va fonctionner. Il y a quand même réellement des limites physiques. On ne sait pas comment on va les atteindre et c'est très difficile de savoir comment on va gérer ça. L'intrication à grande échelle, c'est difficile. Et il y a des surpromesses, c'est clair. Quand vous lisez la presse, quand vous regardez ce que racontent les fournisseurs, voire même certains chercheurs, il y a beaucoup de surpromesses. Et ça a entraîné d'autres phénomènes. Alors, il y a des études de cas. Aussi curieux que ça puisse paraître, quand on reproche aux gens qui font du quantique de ne pas avoir d'études de cas, je trouve que c'est un reproche qui n'est pas fondé. Il y a beaucoup plus d'études de cas que de capacité à la réaliser pour l'instant. Il y a beaucoup plus d'imagination, telle que celle que j'avais vue au début. Et puis il y a un problème qui est le rôle des États dans tout ça. Les États s'inquiètent sur la cybersécurité. Ils voudraient avoir leur part du gâteau d'un marché qui pense être énorme. Et parfois, c'est du militaire avec la dualité des usages. Et tout ça, ça pollue un petit peu le système. Ça crée des biais dans le système, dans les financements, dans la manière dont l'écosystème mondial est en train de se structurer. Et ça a un biais qui me semble un peu préjudiciable à ce domaine scientifique, c'est que tu as tendance à cloisonner. Par exemple, il y a une lutte avec la Chine très importante venant des États-Unis. Et plus le quantique va être un sujet de souveraineté, paradoxalement, moins il y aura de collaboration entre, en tout cas, certaines géographies. Et ça, ce n'est pas forcément bon parce que c'est un sujet mondial, ce n'est pas un sujet d'un pays. Je ne pense pas qu'il y aura un pays ou une entreprise qui va réussir dans ce domaine-là, il y en aura plusieurs. Et donc, faut être très ouvert sur la manière dont tout ça va évoluer. Et si vous voulez comprendre tout ça, vous avez juste 1130 pages à lire en anglais. Et la version pour les nuls en 24 pages, c'est le résumé. Et les podcasts que j'anime avec Fanny Bouton régulièrement, que vous pouvez regarder, écouter en ligne. Merci.